question directe. Bienvenue à ITV. Nous sommes avec Abdoulaye Bari. On ne le présente plus aux Sénégalais. Abdoulaye Bari est un journaliste éminent, spécialiste de l'agriculture. Abdoulaye Bari, merci d'avoir accepté notre invitation à Question directe. Au Sénégal, depuis la prise du pouvoir du nouveau gouvernement, on parle de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi la souveraineté alimentaire? Souveraineté alimentaire, je crois, avant de démarrer, d'ailleurs, je remercie à Alassane Samba, merci pour l'invitation, pour pouvoir échanger sur des questions vraiment d'importance. L'agriculture, quand on parle d'agriculture, on pense à la nourriture, à la souveraineté alimentaire, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir produire ce que nous mangeons. Et ne pas dépendre des aléas, ne pas dépendre de l'extérieur. Comme le dit un adage de chez nous, on ne confie pas son ventre à autrui, parce que c'est extrêmement dangereux. Et on l'a vu quand il y a eu la Covid, quand toutes les chaînes logistiques étaient bloquées, et nous n'avions pas la possibilité, vraiment, en tout cas, c'était devenu beaucoup plus difficile d'aller chercher de la nourriture à l'étranger, particulièrement le riz, dont les Sénégalais raffolent, et les autres produits alimentaires. Et quand il y a eu également la crise en Ukraine, il y a eu également des difficultés avec le blé qui nous permet aujourd'hui de disposer du pain, particulièrement pour nos cousins serrins. Donc la souveraineté alimentaire, ce n'est rien d'autre que de pouvoir produire et que le Sénégal puisse nourrir le Sénégal. Les Sénégalais, les producteurs sénégalais puissent nourrir les Sénégalais. Donc produire suffisamment de riz, produire suffisamment d'arachide, produire de l'huile et tous les autres produits dont nous avons besoin et ne plus dépendre de l'étranger. Et c'est possible vu les conditions agroécologiques dans ce pays-là. Mais pourquoi depuis 1960, les indépendances, on parle de souveraineté alimentaire? On n'y arrive pas. Au départ d'ailleurs, on ne parlait pas de souveraineté alimentaire. Au début de l'indépendance, on nous demandait il y avait une division du travail quelque part. Les pays, l'Indochine, qui était une colonie française, on lui avait demandé de produire du riz. Nous, on nous avait demandé de produire de l'arachide pour faire de l'huile, pour alimenter les usines de Marseille, qui faisaient le savon, le chat et l'huile de cire. On avait demandé à la Côte d'Ivoire de produire du cacao, de produire du café et de la banane. Et nous, on nous demandait de produire de l'arachide, avoir de l'argent et aller acheter du riz ailleurs. Et donc, c'est petit à petit qu'on s'est dit que ce n'est pas toujours... il n'y avait pas trop de sécurité dans ce schéma-là, parce que vous pouviez disposer de l'argent et ne pas trouver le produit. On s'est dit, mieux vaut aujourd'hui produire ce que nous mangeons, parce que les conditions le permettent dans ce pays-là. Mais depuis lors, on en parle, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas encore trouvé la bonne stratégie. Et que bon, on a essayé, il y a la volonté qui a été clairement affirmée, du temps du Parti Socialiste, du régime de Abdou Diouf, et après il y a eu le régime d'Abdoulaye Wade qui avait lancé, vous vous souvenez, la grande offensive pour l'agriculture, la Goana, et le régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, c'est toujours la même volonté qui est affirmée, mais visiblement, la stratégie qui est mise en place jusqu'à présent n'est pas opérante. Mais vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les agriculteurs de visu. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi eux, ils ne sont pas associés? Les gens parlent beaucoup de coopératives familiales, de travail avec les familles de façon beaucoup plus directe. Mais les agriculteurs estiment qu'ils sont oubliés, les coopératives ont été tuées. Je crois que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs pièces du puzzle pour que la stratégie puisse fonctionner. L'agriculture, en fait, c'est une chaîne de valeur. Vous avez... Depuis les semences, il faut disposer de semences parce que c'est le premier intrant. C'est ça qu'on met dans le sol, qu'on enfouit dans le sol et qui puisse produire une plante qui va produire. Okay? Donc il y a les semences, il y a la production proprement dite parce que bon, il y a beaucoup d'aléas. Il faut disposer de l'eau parce que il y a la semence mais il y a de l'eau. Il faut maîtriser de l'eau. Après la production, mais il y a des ravageurs. Il faut, pendant les 3 mois que dure la campagne agricole, il faudrait veiller à la bonne santé des plantes. Donc il faut une bonne protection des végétaux. Et après, il y a les récoltes. Et après les récoltes, il faut que ces récoltes-là puissent arriver aux consommateurs. Donc, s'il y a un maillon qui n'est pas adressé de manière sérieuse, tout le reste va s'effondrer. Et donc aujourd'hui, si je donne par exemple le cas de l'oignon, qui pose problème au moment où nous parlons, on peut se dire qu'il y a quelque part un aspect positif, parce que l'année dernière, à pareille époque, le Sénégal était obligé
d'aller demander, de supplier les Marocains de nous envoyer de l'oignon pour pallier les importations hollandaises, parce que l'année dernière, les Pays-Bas n'avaient pas beaucoup produit d'oignon. Et pendant la période de la Tabaski et jusqu'à la période du Magal, le prix est monté jusqu'à presque 1500 le kilo. Le kilo. Si vous arriviez à trouver de l'oignon sur le marché. Et on sait que les Sénégalais sont de grands consommateurs d'oignons, d'accord? Mais cette année, au moment où nous parlons, les gens ont des problèmes pour écouler leurs oignons. On a produit suffisamment d'oignons dans ce pays, mais les producteurs n'arrivent pas à écouler. Ceux qui ont les moyens, les grands producteurs, ceux qui sont dans l'agribusiness, ils y arrivent, mais les petits producteurs ont des difficultés. Parce qu'on n'a pas adressé le problème de l'écoulement quand on a démarré la production. Donc, c'est pour dire que quand il y a des problèmes cette année, l'année prochaine, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'oignons. Il y a des gens qui sont engagés cette année qui ne vont pas faire de l'oignon l'année prochaine parce que bon, ils ont perdu cette année. Et l'année prochaine, le prix de l'oignon va augmenter. Et ce qui va se passer, c'est que l'année suivante, tous les gens se diront ben, c'est très intéressant de faire de l'oignon, donc on va se lancer là-dedans. Donc il faut qu'il y ait une organisation très sérieuse, méticuleuse, depuis, comme je l'ai dit, en mettant à tous les maillons de la chaîne, ceux qui produisent des semences, pour que des semences de qualité puissent être disponibles. Au niveau de la protection des végétaux, aujourd'hui, au moment où nous parlons également, il y a les producteurs de riz qui râlent au niveau de la vallée, parce qu'ils ont des problèmes les oiseaux granivores qui s'abattent sur les parcelles de riz. Donc, il faut régler ces choses-là. Il faut régler le problème de l'écoulement de la production. Donc, tout ça nécessite une organisation au niveau des différentes filières, qu'il y ait une organisation sérieuse, méticuleuse. On a eu quelques exemples qui ont bien fonctionné par le passé. C'est l'exemple de la filière tomate, par exemple, où depuis la semence jusqu'à la récolte, jusqu'à la commercialisation, les gens s'organisaient avant d'aller en campagne. Les usines qui font de la pâte de tomate dans la vallée discutaient avec les producteurs de tomates, ceux qui étaient au niveau de la filière, et avec les banques, les financements, etc. Et les gens se mettaient même d'accord sur le prix au kilo avant même d'aller en campagne. Ce qui faisait qu'il n'y avait que le surplus par rapport au tonnage que les industriels devaient acheter. Il n'y avait que ce tonnage et que ce surplus-là qui était ventilé au niveau du marché. Mais cette expérience-là n'a pas marché, elle a échoué. On a l'impression que quand on démarre quelque chose... Il faut dire aussi que parce qu'après il y a eu des importations qui ont été autorisées, du double concentré qui était importé de Chine, parce que le marché local n'a pas été protégé. Donc pour dire également, même si vous réglez tout le problème, et que par exemple, même ces histoires de marché et tout ça ne sont pas de protection des petits producteurs et des producteurs locaux n'est pas fait, n'est pas réalisé, là aussi on peut avoir des difficultés. Oui, mais les agriculteurs, les producteurs, les petits, comme vous dites, ont souvent dénoncé le fait qu'ils ne sont pas accompagnés par les banques, ils ne sont pas financés. S'ils sont financés, les taux d'intérêt sont tellement onéreux qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, ils ont absolument aussi raison. Donc c'est pourquoi je dis, même si le gouvernement règle les problèmes des semences, des intrants, parce que même, il faut le dire également, même si aujourd'hui, cette année, je crois, si j'ai les bons chiffres, on parle de 200 milliards que le gouvernement va mettre sur la table, contre 50 milliards de plus par rapport à l'année dernière. Mais même ça, il faut dire que ce n'est pas tous les producteurs qui vont avoir accès à ça, parce qu'on ne peut pas donner à tous les producteurs. Mais le problème, même si on donne 200 milliards, s'il y a des aspects qui ne sont pas réglés, cet investissement-là ne sera pas sécurisé en réalité. On va produire peut-être, mais on va avoir des problèmes d'écoulement, des problèmes de commercialisation qui vont après éteindre tous les efforts qui ont été réalisés au départ. Donc, comme je dis encore une fois, il faut régler les choses au niveau de chaque maillon de la chaîne. Depuis les semences jusqu'à la récolte, en passant par la logistique, le désenclavement des zones de production et tout ça, et les financements dont vous venez de parler. Justement, les financements, il est plus facile aujourd'hui au Sénégal de financer la construction d'un bâtiment que de financer une campagne agricole. Pourquoi? Parce que les banques trouvent qu'il y a plus de garanties pour ceux qui sont dans l'immobilier. Aujourd'hui, vous avez un terrain à Dakar ou ailleurs, vous avez un bail ou vous avez un titre foncier, vous vous présentez devant une banque, il y a des liquidités, on va vous donner et vous allez payer sur 20 ans. Là, avec des taux
assez intéressant. Par contre, pour l'agriculteur qui va faire 3 mois ou 4 mois, mais on va lui demander de payer au bout de 3-4 mois avec des taux extrêmement exorbitants. Mais ça, c'est ça la grande incompréhension des Sénégalais. Du fait qu'aujourd'hui, dans la sous-région, le Maroc par exemple, comme tu cites ce pays-là et d'autres pays, subventionnent leur agriculture, qui peuvent même l'exporter au Sénégal. Les banques marocaines installées ici garantissent les Marocains qui viennent investir au Sénégal. Mais on ne comprend pas pourquoi en interne ici, l'État est incapable de garantir les paysans. Encore une fois, je dis, c'est le problème de la stratégie qui est mise en place. Au départ, quand on prépare la campagne agricole, et il faut le reconnaître d'ailleurs, quand on parle de campagne agricole ici, en fait, c'est la campagne arachidière la plupart du temps. C'est au début de l'hivernage, les gens se retrouvent, il y a un conseil interministériel, mais il y a certains ministères qui ne sont pas présents, j'ai l'impression. Et ça ne devrait pas être seulement, cette rencontre ne doit pas seulement se tenir au début de la campagne. Les rencontres entre les différents ministères, il faut décloisonner, il faut qu'il y ait des discussions permanentes. Vous avez parlé de financement, c'est le ministère des Finances. Mais quand on parle de campagne agricole, le ministère des Finances doit être présent, pas seulement pour dire on va libérer de l'argent au niveau du trésor pour financer la campagne. Mais non, mais ces aspects importants du financement du petit producteur, mais on doit le mettre sur la table et y trouver des solutions. Parce que si on le trouve, mais il n'y a pas de souci. Le ministère de l'hydraulique, il doit être présent. Parce qu'on parle de maîtrise de l'eau, parce que là, on parle de campagne agricole, mais qui dure 3 mois. Et alors que normalement, dans ce pays, la grande campagne agricole, elle doit démarrer au mois d'octobre, pendant la saison sèche, la contre-saison. Parce que figurez-vous bien, Alassane, si vous faites de l'arachide, par exemple, pendant la saison des pluies, mais les gens n'atteignent même pas 900 kilos à l'hectare. Les gens qui font 1 tonne, c'est les champions. Pendant la saison sèche, les gens montent jusqu'à 2 tonnes 500, voire 3 tonnes, voire même plus, à l'hectare. Parce que c'est en irrigué. Donc si vous faites donc ça veut dire c'est un peu comme si vous multipliez les résultats par 3. Et donc je veux dire que là, si on maîtrise l'eau, les gens pourront faire, ils vont donc augmenter leur temps de travail. Donc les agriculteurs ne vont pas seulement travailler 4 mois et quitter le bassin arachidier et venir envahir les villes, mais ils resteraient encore pour faire la campagne de contre-saison. Donc, parce qu'on aura maîtrisé l'eau. Il y a quelques exemples d'expériences réussies qui montrent que c'est possible. Donc, quand on fait de la campagne agricole, on la prépare, il faut qu'il y ait le ministère des Finances pour l'histoire des financements et qu'il travaille là-dessus de manière sérieuse toute l'année pour trouver les solutions. Le ministère de l'hydraulique pour qu'on puisse maîtriser l'eau. Même le ministère de l'énergie, parce qu'on peut aujourd'hui sortir de l'eau de manière propre en respectant les normes environnementales avec l'utilisation des énergies renouvelables, particulièrement le solaire. Et donc il faut que ces gens-là soient présents également pour jouer leur partition. Le ministère des infrastructures, parce qu'il y a des zones, quand il commence à pleuvoir, ce n'est plus accessible, donc il faut des pistes de production. Il faut qu'on identifie les grandes zones de production et les désenclaver et les connecter au marché. Et donc, il faut que le ministère de l'Agriculture, donc toutes ces structures de l'État. Ouais, mais tantôt, tu parlais de spéculations réussies au Sénégal. Le ministère de l'Agriculture, le nouveau ministre, a dit que le Sénégal importe plus de 1070 milliards de francs CFA par an en produits alimentaires. Et parmi ces produits, il y a le riz, il y a le blé, il y a l'huile, mais c'est des productions qu'on peut faire sur place au Sénégal ici. Pourquoi on n'arrive pas à mettre assez de riz, assez de blé? Les expériences ont été faites avec l'USRA. À Soringo, derrière Canal, on a vu des producteurs faire du blé au Sénégal. On a vu aussi dans le Fanaï. Mais pourquoi ces genres de productions ne sont pas encouragés à grande échelle? Je reviens toujours encore une fois à ce que je disais au départ. On n'a pas encore trouvé la bonne stratégie. Vous avez parlé de 1000 milliards qui sont importés. Si les stratégies encore qui sont mises en place ne fonctionnent pas, ça va augmenter. Parce qu'il faut avoir quelque chose... Est-ce qu'il n'y a pas derrière, pour moi, une mafia des importateurs qui font qu'aujourd'hui, ils tiennent en haleine l'État? Parce que quand on voit la douane se glorifier d'avoir fait tant de milliards de francs CFA en termes de taxation, c'est parce que quand la douane taxe beaucoup de produits importés, c'est qu'en interne, on n'a rien. Dans tous les secteurs, vous allez voir des acteurs qui sont partisans du statu quo. C'est des gens qui se sucrent et que la situation arrange et qui n'ont pas envie que les choses évoluent. Vous le voyez partout. Vous avez envie de construire un pont à Farafenni. Il y a des gens qui ont des boutiques à côté. Ils ont envie que les gens dorment là-bas pendant 6 jours. Mais la source alimentaire est cruciale. Mais justement, c'est là où l'État
justement, doit jouer son rôle. Justement, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. Et en plus, de survie. De survie. Et quand vous dites 1000 milliards que vous importez, c'est des emplois que vous avez exportés. Parce que c'est 1000 milliards. Déjà, ça veut dire qu'il y a un marché. Aujourd'hui, si vous produisez suffisamment de riz, vous n'avez pas de problème d'écoulement parce que les Sénégalais vont l'acheter. Et donc, pourquoi prendre les 1000 milliards et les amener en Inde ou au Pakistan? C'est incompréhensible, ça, on ne peut pas le comprendre. Mais maintenant, quelle est la bonne stratégie? La stratégie qui a été mise en place jusqu'à présent, on donne on va subventionner les intrants, ça veut dire les semences de riz, on va subventionner de l'engrais, et on s'en arrête là. Mais il y a quand même le problème n'est pas réglé. Abdoulaye, il y a quand même des pays qui ont réussi. Il y a l'Inde. Il y a quelques années, l'Inde était pratiquement au bord de la famine. La Chine, idem. Singapour, le Vietnam, tous ces pays-là ont réussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal, on est incapable d'avoir une stratégie qui réussit? Et si elle n'est pas bonne, pourquoi on ne la change pas? D'abord, il y a une chose essentielle. D'abord, il faut qu'on fasse régulièrement des suivis, évaluations. Quand vous mettez en place un plan, ou bien vous mettez en place une stratégie, et au bout, il faut l'évaluer. Et quand vous l'évaluez, 60 ans, on n'arrive pas, 60 ans, on n'arrive pas à faire suivre l'évaluation de 60 ans. Mais moi je me pose la question, est-ce qu'il y a une seule stratégie qui a été mise en place, ou bien un grand programme qui a été évalué, en identifiant les forces et les faiblesses, en disant voilà les facteurs d'échec, et on va essayer de les... Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sérieux. Parce que des gens sérieux, on ne peut pas mettre autant de milliards, des deniers publics, des impôts des uns et des autres. Et par rapport justement aux enjeux qu'il y a derrière, de survie et de création d'emplois, etc., et de dignité tout simplement. Mais on doit procéder à cette évaluation. Oui, mais parce qu'après la Covid, on avait pensé qu'après la Covid, avec tout ce qu'on a vécu au Sénégal, les dangers même de la famine, avec la Covid, on pensait que après, les choses vont se dérouler, les choses vont se faire, que les gens seront vraiment de façon concrète sur le terrain en train de faire le travail. Mais on voit des Jakarta à Dakar, toute la jeunesse est à Dakar avec des Jakarta, avec les motos, l'intérieur du pays est pratiquement vidé. C'est incompréhensible ce qui se passe. Parce que tout simplement, on n'a pas identifié les problèmes qui nous empêchent d'avancer. Si on les identifie, je crois que c'est, pour me répéter encore, c'est qu'il faut qu'on ait une stratégie vraiment sérieuse, qu'on adresse tous les maillons de la chaîne et concomitamment. On ne peut pas dire on va régler ce problème-là, après on va... C'est une chaîne. Encore une fois, il suffit qu'un maillon ne fonctionne pas, tout le système s'effondre. Et donc, si on est sérieux, il faut d'abord qu'on fasse des évaluations pour qu'on sache pourquoi, de manière empirique, comme ça on peut le dire. Parce que moi, à chaque fois qu'on parle de campagne agricole, même nous, nos amis de la presse, aussi on se focalise sur les engrais et sur les semences. On a l'impression que l'agriculture, c'est les semences et les engrais. On a l'impression que quand vous disposez de semences et d'engrais, vous allez faire de l'agriculture. Mais je vous donne encore une fois le cas de l'oignon. Il y a des gens aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont inquiets. Ils sont au milieu de leur production. Ils ont réussi, ils ont eu une bonne productivité, ils ont eu de bons rendements. Mais ils ne peuvent pas le vendre. Mais entre-temps, il y a des étrangers qui sont au Sénégal qui réussissent. On a vu Sénégal, ce qu'ils font dans l'agriculture. On a vu les Hollandais, ce qu'ils font. Quand vous allez sur la route de Mbour, on a vu d'autres, les Espagnols, ce qu'ils font au Sénégal. Et vous croyez que ces gens-là, ils se déplacent sans pour autant avoir l'appui de leur gouvernement derrière? Voilà des gouvernements qui appuient leurs citoyens dans leur propre pays et qui les appuient quand ils vont aller s'installer à l'étranger. C'est des stratégies, ils sont sérieux. Aujourd'hui, je parle encore une fois du problème d'oignons. Il y a des pays dans la sous-région qui ont besoin d'oignons. Mais est-ce que l'État, nos ambassades qui sont dans ces pays-là, ont fait remonter ces informations-là? Tantôt, je vous parlais de l'organisation de la campagne agricole. Même les ministères des Affaires étrangères doivent être présents. Parce que dans des pays normaux, dans les ambassades ici, les ambassades... Il faut faire de l'intelligence économique. Ils font de l'intelligence économique. Il y a des bureaux économiques. Nous, on n'a plus de diplomates, entre guillemets, classiques. Alors qu'aujourd'hui, on doit être dans cette perspective-là. Aujourd'hui, moi je connais quelqu'un au Sénégal, il est seul, mais il exporte de l'oignon en Sierra Leone. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont des problèmes pour exporter, pour vendre leur oignon. Le surplus, parce qu'aujourd'hui, l'aspect positif, c'est qu'il montre qu'on peut être autosuffisant en oignon, on peut être autosuffisant en pommes de terre. Mais le surplus, pour que la chaîne, pour que le système continue de fonctionner, pour que, comme je dis, que les gens n'arrivent pas à ne pas vendre et se décourager et ne pas aller en campagne l'année prochaine et revenir en... C'est pourquoi on fait un pas en avant
Un pas en arrière. 5 pas en arrière. Ouais. On est autosuffisant pendant cette période-là, et après, au bout d'une année, il faut aller taper à la porte des On a Hollandais. quand même vu les nouvelles autorités dire que nous allons faire la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a la bonne volonté qui est là? Mais est-ce que l'évaluation, ce qui a été fait, sera fait pour que nous ne tombe pas dans les mêmes erreurs? Mais je crois que, comme ils viennent de s'installer, quand même, ils n'ont que 2 mois de présence, et que je crois par rapport au profil de l'actuel ministre de l'Agriculture, parce que déjà, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans l'agriculture, dans le secteur primaire ici, il fait de la volaille, je crois, et de l'horticulture. Et pour moi, ici, il était au niveau international où il a travaillé dans des banques de finance, dans des banques de développement, etc. Donc, je crois qu'il doit percevoir un tout petit peu ce qu'on venait de dire, et que l'évaluation sera, bien qu'ils ont été un tout petit peu rattrapés un peu par la patrouille, par le temps, par le calendrier, parce qu'ils sont venus et après il fallait aller vers une campagne agricole, parce que bon, l'hivernage n'attend pas. Et donc, mais je crois que ils ont perçu ça, et que je crois que ils vont faire les évaluations, y compris même ceux qui sont en train de dérouler en ce moment, et puis procéder aux ajustements qu'il faut. Comme je dis encore une fois, il faut que tous les maillons de la chaîne soient adressés. Par exemple, la recherche. On ne peut pas aujourd'hui, les préoccupations que nos producteurs ont, les chercheurs français ne vont pas régler le problème, encore moins les chercheurs américains. C'est des chercheurs sénégalais qui vont le faire. Mais au moment où nous parlons, l'ISRA fait du bon travail, mais l'ISRA fait du bon travail, mais il faut le dire, l'ISRA est sinistré. Ouais. Mais l'ISRA est sinistré. Il n'y a pas de financement. Mais rien. Mais quand ils ont des financements, c'est par rapport à des... C'est comme les universités, c'est par rapport avec des programmes, avec des étrangers, avec des préoccupations qui sont loin des nôtres. Alors que c'est un instrument de souveraineté, la recherche sénégalaise. Si vous voyez un peu l'ISRA avant l'indépendance, et l'ISRA au début des indépendances, et l'ISRA aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y avait des chercheurs, comme on appelle des chercheurs habillés. Chaque chercheur avait des techniciens avec lesquels il travaillait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Vous prenez le CDH, le Centre de développement horticole, alors que le Sénégal, c'est un pays horticole par essence. Mais ce centre-là a été vampirisé, il n'existe plus. Il a été découpé avec l'avancée du front urbain, ici à Cambérène. Alors qu'on devait avoir aujourd'hui, sur toute la zone des Niayes, qui est la zone par de développement de l'horticulture, non seulement le centre de développement horticole des Niayes, qui était à Cambérène, et celui de Sangalkam devait être renforcé, mais sur dans toutes les zones agroécologiques, il devait être présent. Donc l'ISRA. Et après, l'ANCAR, qui est l'instrument de vulgarisation. Moi, quand je vois, on recrute près de 10 000 ASP, agents de sécurité, qui restent devant des maisons, etc. Ces gosses-là, si on les avait formés, mais parce que vous allez dans les départements, l'ANCAR qui a les agents qui doivent aller parler aux producteurs, leur apporter les innovations, recueillir un peu leurs préoccupations et les transmettre à la recherche. Vous avez un agent par département. Mais alors qu'aujourd'hui... Et souvent sans moyens. Il a une moto, mais c'est pas possible. Et alors qu'on devait avoir suffisamment d'agents formés, qui ont le profil, et qui vont aller parler avec les agriculteurs. En plus maintenant de la formation des coopératives, qui est une bonne initiative, qui avait démarré d'ailleurs avec Mamadou Dia à l'époque, et qui avait été interrompue, mais on devrait aller vers ça. Hein? Parce qu'on trouvait dans les régions des centres d'expansion ruraux qui encadraient les paysans, mais ces centres-là sont devenus comme la logique. des centres En fait, fantômes. tout a été en réalité démantelé. C'est presque les programmes d'ajustement structurel nous ont fait énormément de mal. Parce que avant l'indépendance, vous voyez la chaîne logistique, vous aviez le chemin de fer qui traversait le bassin arachidier. Tout ce qui était arachide, vous voyez des sécos, aujourd'hui, vous allez dans les zones, mais depuis, il n'y en a plus. Il y avait des centres de stockage aux normes. Mais aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas dire qu'il n'a plus les moyens. Le Sénégal aujourd'hui vient d'entrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Le premier baril est sorti. Est-ce que cet argent, vous pensez qu'on doit l'investir massivement dans l'agriculture? Moi, c'est mon souhait. En tout cas, l'agriculture devrait être accompagnée de manière massive et à tous les niveaux de la chaîne de valeur. De la chaîne de valeur. La formation, former les jeunes, aller vers la maîtrise de l'eau avec l'utilisation du solaire. Et ça nous permet d'avoir une transition écologique très intéressante et surtout aller vers une production d'ailleurs verte. Parce qu'aujourd'hui, quand l'eau est disponible, tout devient possible. Et aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu, le Sénégal quand même est bien doté
en matière de ressources hydriques. Absolument. Nous avons des ressources hydriques souterraines vraiment de grande qualité et énormément. Et pourtant, il y a eu des projets énormes. On a a pas du quoi, canal on- de Créole, on a- le canal du Baol, on n'a pas de vallées fossiles. C'est des projets, Tout ça, mais c'est resté à l'état de c'est projet. abandonné. C'est des projets qui n'ont jamais été réalisés en réalité. Alors que, bon, voilà, il faudrait qu'on puisse exploiter de manière intelligente nos ressources hydriques, les eaux de surface, mais également les ressources, les eaux souterraines, avec maintenant l'utilisation du solaire. Avec l'utilisation des pompes solaires, etc. Dès que l'eau devient possible, tout devient possible. Oui, et mais- maintenant, régler les autres parties, encore je le répète, toute la chaîne de valeur, l'adresser. Oui, mais beaucoup d'étrangers, quand ils viennent au Sénégal, ils sont ébahis pour voir autant de terres vides. Prenez par exemple Ila Touba, de Dakar à Touba, des deux côtés. Il n'y a absolument rien. Quand vous allez en Europe, vous voyez les champs de soja. Aux États-Unis, en France, quand vous êtes dans certaines plaines, tout est occupé. Mais ici, c'est un pays de rien. Oui, bon, c'est ça qui étonne beaucoup de gens, et même à commencer par nous-mêmes, parce que quand nous voyageons, quand nous quittons Dakar, dès que nous quittons Dakar, si vous allez à Saint-Lieu, comme vous dites, de part et d'autre, moi je me dis voilà des tonnes de produits agricoles qui sont comme ça en friche, alors que c'est très peu, il y a de l'eau en bas. Donc il faudrait aussi régler, ça me permet un peu de parler de ce problème, le problème du foncier. Essayer aussi de le régler pour qu'il y ait moins de conflits, pour que ces terres qui sont disponibles puissent être accessibles à ceux qui veulent la travailler et qu'on puisse les accompagner avec la maîtrise de l'eau, désenclaver les zones, mettre en place une recherche responsable, une vulgarisation agricole, régler les problèmes des marchés. Et après, bon, vous allez voir que tout va être possible. Aujourd'hui, aux abords de Dakar, il y a l'agribusiness qui se développe. Malheureusement avec des étrangers, enfin, mais au moins quand même, moi je ne vais pas jeter la pierre aux étrangers. Moi je dis au moins, si ces gens-là aussi n'étaient pas là, il y aurait eu toujours ce rien dont vous avez parlé, mais au moins que ça puisse nous ouvrir les yeux, au moins pour nous montrer que c'est possible. Et essayer de, ne serait-ce que, soyons un peu curieux, voyons pourquoi ces gens-là réussissent. Où est-ce qu'ils ont trouvé le financement? Quels sont les marchés qui sont en train d'adresser, etc. Mais nous, on a nos propres besoins. On a la ressource qui est là, essayons de voir, faisons un peu de benchmark, et ayons cette volonté et c'est sérieux. Et je crois que si on l'a, on peut transformer ce pays en un rien de temps. Abdoulaye Bari, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Questions Directes. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en agriculture, que nous parlions avec vous des questions cruciales de souveraineté alimentaire et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Sénégal puisse nourrir ses enfants. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.